Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Dubaï comme tu peux le voir et on va voir ensemble comment investir sans apport. Donc pour ça, je vais te donner 11 conseils qui te permettront d'augmenter tes chances d'investir sans apport. Il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de chances parce que investir sans apport, c'est toujours possible par rapport à d'autres pays. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, où quand tu vas en Suisse, tu es obligé de mettre 20 à 25% d'apport. Quand tu vas aux États-Unis, tu dois mettre au moins, au minimum pareil. Donc tu as énormément de pays comme ça qui obligent à mettre un maximum d'apport. Et du coup, c'est là où on a de la chance en France. C'est vraiment que c'est toujours possible. Moi, personnellement, je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai beaucoup de clients de mon agence immobilière qui, pareil, il l'a fait aussi à plusieurs reprises, donc c'est tout à fait possible, toujours d'actualité. Il faut savoir qu'il y a énormément, je crois que c'était un tiers des crédits en France qui sont souscrits sans apport, donc c'est vraiment pour te montrer que c'est tout à fait possible. Après, il y a certaines choses qui rentrent en compte et c'est pour ça que tu as certaines banques qui ne veulent pas forcément te financer sans apport. Ces critères, c'est par exemple la sécurité. La banque, si elle sent qu'elle ne peut pas forcément récupérer bien ses billes, on va dire, le bien, ou récupérer son argent facilement, elle ne va pas te financer sans apport, elle va te demander qu'il y ait un engagement. Et du coup, ce sera un travail à toi à montrer que tu sais ce que tu fais, que tu maîtrises tout ça, que tu as une certaine sécurité, une certaine expertise. Et du coup, l'objectif, c'est dans cette vidéo de te donner un maximum d'éléments qui te permettront d'augmenter en crédibilité au vu du banquier et qu'elle te fasse beaucoup plus confiance. Et comme ça, plus elle te fera confiance, plus elle se sentira en sécurité, plus tu auras de la chance d'obtenir un financement sans apport. Donc la toute première chose, le tout premier conseil, c'est de monter un dossier bancaire béton. Mais quand je dis béton, c'est il faut vraiment qu'il soit le plus complet possible. Comme je te disais, la banque a peur à défaut, et ce qui est normal parce que c'est quand même son argent qui est en jeu et qu'elle a des risques de ne pas le revoir si par exemple tu fais un mauvais achat et qu'ils sont obligés de le revendre rapidement parce que tu n'arrives plus à payer ton crédit et qu'elle le revende à perte. Donc c'est une chose qui est possible, et plus tu auras un dossier qui sera béton, complet, donc plus tu travailleras sur ton dossier, montreras vraiment que tu as bien mûri le dossier, le projet en lui-même, plus du coup ce sera facile pour la banque de te faire confiance parce qu'elle saura exactement à quoi s'attendre. Parce que voilà, si tu as un dossier qui est hyper léger en disant tiens, j'ai acheté ça, peut-être que ça va me faire gagner 500 € par mois de bénéf. Ok, mais si tu n'as rien prouvé, ça va être compliqué, la banque elle va te dire non. Tandis que si tu arrives avec un dossier, tu dis voilà, je veux faire ce type de projet, il va me rapporter X centaines d'euros par mois parce que du coup j'ai vérifié ses concurrents. En plus c'est la possibilité pessimiste où je vais gagner encore cet argent. Enfin bref, si tu montres que tu as vraiment un dossier béton, que tu as bien étudié ton dossier, ton projet, ton secteur, ta clientèle, vraiment la totalité, c'est ce qui te permettra d'augmenter hyper en crédibilité et d'avoir une chance d'avoir un financement sans apport. Deuxième conseil, ça va être de te renseigner sur la banque et sur le banquier que tu vas aller voir, car certaines ont un pouvoir de décision en interne. Et il y en a certaines aussi d'autres qui préfèrent des investisseurs, et il y en a d'autres qui préfèrent des personnes, des primo-accédants par exemple. Donc l'idée c'est premièrement, tu te renseignes sur la banque. Est-ce que c'est une banque qui est plus axée investisseur ou une banque qui est plus axée, je sais pas, bon père de famille avec qui cherche simplement des gros revenus. Et du coup, si c'est ce type de banque, elle te financera très peu sans apport parce que voilà, elle part du principe qu'elle, ce qu'elle veut, c'est que des clients très haut de gamme, et que si tu n'es pas un client très haut de gamme, ça sert à rien parce qu'elle ne fera pas d'effort. À l'inverse, tu as des banques, moi je suis passé par des banques qui raffolent des jeunes et qui raffolent des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, même sans apport forcément, parce qu'elles comprennent l'investissement immobilier. Donc renseigne-toi bien là-dessus, et même au sein de cette agence, renseigne-toi sur le conseiller que tu vas aller voir, sur la personne. Quand je dis le conseiller, ça peut très bien être le conseiller classique ou même le directeur de l'agence, mais renseigne-toi un petit peu sur lui pour savoir si il a un pouvoir de décision en interne. Ça veut dire s'il peut décider en interne combien, une somme qui peut te financer. Par exemple, il y a certaines banques qui vont te financer, qui peuvent te financer en interne, ou ils peuvent prendre une décision en interne sur 200, 300, 500 000 €. Donc si tu as un projet qui rentre dans ce pouvoir de décision, tu es tranquille, ça peut aller beaucoup plus vite et tu as simplement à séduire ce banquier pour que ça aille plus vite. Alors qu'à l'inverse, tu as d'autres banques où le dossier, tu as un conseiller en face de toi qui va remplir un dossier, qui va l'envoyer à Paris, et là c'est plus du tout pareil, c'est plus du tout le même enjeu, et en général c'est plus compliqué d'avoir sans apport avec une banque qui fonctionne, qui est tout mutualisé à Paris, qu'une banque qui fonctionne beaucoup en interne. Et c'est pareil, le banquier, il faut aussi qu'il soit jeune, il faut qu'il comprenne l'investissement immobilier, pourquoi pas qu'il ait investi. Donc tout ça, c'est des questions que tu peux déjà poser. Est-ce que mon conseiller est jeune en face de moi, celui que j'ai à voir ou pas? Ou maintenant dans les banques, tu peux choisir la personne. Si c'est une banque où tu n'as pas de conseiller, tu vas démarcher tes banques. Tu as même, je pense à une certaine banque où quand tu rentres, tu peux prendre ton rendez-vous bancaire et tu vois la tête de la personne avec qui tu as en face de toi. Donc pourquoi pas essayer de commencer à checker un jeune si c'est possible, s'il est dispo, parce que les jeunes, moi j'aime bien bosser avec des jeunes, déjà ils me comprennent, on est pareil, et en même temps, voilà, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des accords grâce à ça.
Ensuite, troisième conseil, c'est de choisir stratégiquement ta banque en fonction de tes conditions. Donc on en revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure, mais là on va rentrer un peu plus précisément. C'est des fois, tu as certaines banques qui proposent des stratégies qui sont possibles pour pouvoir investir sans apport. Moi par exemple, il y a eu une banque, elle me disait on finance jamais sans apport sauf sur 15 ans. Mais par contre, si tu souscris sur 15 ans, tu as la possibilité de moduler ton crédit à plus ou moins 5 ans. Et moi au final, je voulais faire un sans apport sur 20 ans. Donc ça tombait parfaitement parce que je souscrivais sans apport à 15 ans avec l'option de moduler le prêt à plus 5 ans. Donc à l'issue de la première année de remboursement total, je dis bien total parce que j'avais fait un report de mensualité et ça ne prenait pas en compte cette première année. Donc à l'issue de la première année de remboursement total, tu peux au bout d'un an rajouter 5 ans à ton crédit. Et le gros avantage de ça, c'est premièrement, tu as un financement sans apport, même si c'est sur 15 ans, parce qu'après tu vas le passer sur 20 ans. Et deuxième gros avantage, c'est que tu as un taux beaucoup plus intéressant sur 15 ans que tu vas garder en rajoutant 5 ans. Donc en gros, tu auras un taux de 15 ans sur un financement de 20 ans. Donc c'est ça qui est hyper puissant. Quatrième conseil, c'est de prouver que tu vas acheter en dessous du marché. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que la banque, comme je te disais, elle a peur de revendre le bien à perte et de devoir sortir de l'argent de sa poche. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va essayer de se blinder. Et toi, tu peux très bien dire, regardez, dans tous les cas, ça sert à rien que je mette de l'apport parce que même si on revend précipitamment, vu que j'ai acheté en dessous du prix du marché, vu que j'ai optimisé les travaux, tout ça, mon projet reste en dessous du prix du marché. Donc c'est là où c'est hyper intéressant parce que la banque se sentira en sécurité sur le fait de savoir que le bien que tu as trouvé, c'était une très bonne affaire, que tu as acheté en dessous du prix du marché. Et ça, c'est bien de le prouver. Tu peux le prouver de plusieurs façons, notamment avec des estimations d'agents immobiliers, des estimations du secteur. Enfin bref, tu peux le prouver avec beaucoup de choses. La base Perval, par exemple, tu peux le prouver. La base Perval, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Mais en gros, c'est un répertoire des notaires qui remet où c'est indiqué toutes les transactions qui sont réalisées et au prix de vente. Donc tu peux aussi montrer ça et comparer avec le bien que tu as trouvé si ça rentre vraiment là-dedans. Ensuite, cinquième étape, ça va être de prouver que tu vas faire des bénéfices mensuels, donc du cash flow comme on dit, mais c'est vraiment que tu vas gagner des bénéfices tous les mois et que ces bénéfices, tu souhaites créer un compte pour pouvoir les réinvestir. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que déjà, tu projettes le banquier un peu plus loin dans l'étape d'après, une fois qu'elle t'a déjà financé sans apport. Donc tu lui dis déjà que tu achètes bien et qu'en plus, tu vas faire des bénéfices tous les mois. Et tous ces bénéfices que tu vas faire tous les mois, tu vas créer un compte annexe où tu mettras tous ces bénéfices pour te créer un futur apport ou du moins un futur fonds de sécurité si tu as besoin. Moi, c'est ce que j'avais dit à mon banquier et lui il avait bien aimé le fait que je réfléchisse après l'investissement et c'est surtout ça insinue que tu vas faire des bénéfices tout de suite. Donc le gars il a tout de suite compris que ton opération va être rentable, que tu vas faire des bénéfices et que tu as déjà pensé à comment est-ce que tu allais les placer pour pouvoir les réinvestir. Donc c'est ça qui est hyper intéressant comme conseil. Donc je te conseille aussi de montrer ça. Voilà, si tu vas gagner 500 € par mois, tu peux très bien dire voilà, moi mon objectif c'est que ces 500 € ils vont sur un compte qui est bloqué ou du moins sur un compte annexe qui permettra de mettre 500 € tous les mois, un virement mensuel et au moins comme ça c'est cadeau. Et là c'est hyper important parce que ça montre que tu sais gérer ton argent et que tu as prévu aussi après. Donc sixième conseil, c'est si tu as de l'argent de côté mais que tu n'as pas envie de le mettre dans l'opération, donc ce qui peut arriver, tu peux ne pas mettre d'apport parce que tu n'as pas d'apport, mais tu peux aussi ne pas en mettre même si tu as de l'apport. Moi ce que je te conseille, c'est de simplement lui dire que tu n'as pas envie d'immobiliser de l'argent, que tu aimes bien que ton argent soit liquide, soit disponible rapidement en cas de coup dur ou en cas de besoin, que tu préfères avoir un fonds de sécurité et pas tout mettre dedans. Parce que c'est sûr que si tu vas le mettre en apport, tu vas l'immobiliser pendant un certain temps et avant de pouvoir le récupérer, ça va être assez compliqué. Donc moi ce que je te conseille, c'est simplement de lui faire comprendre le fait que tu as envie de le garder en fonds de sécurité, que tu n'as pas forcément envie de le mettre. Mais logiquement, si tu as validé tous les autres conseils, que tu as acheté en dessous du prix du marché, que tu allais faire des bénéfices, ça on va dire c'est plus annexe et c'est plus quelque chose qui va être relativement facile à obtenir. Septième conseil, ça va être de négocier un acte en main. Donc l'acte en main, ça veut dire que tous les frais dus à la vente, frais de notaire, frais de tous les frais qui sont dus à la vente sont à la charge du vendeur et non à la charge de l'acquéreur. À défaut, ces frais de notaire, ils sont à ta charge en tant qu'acquéreur. Mais tu peux négocier un acte en main, dire que par exemple, tu proposes X euros et dans ces X euros, c'est un forfait global pour toute l'opération. Et du coup, certaines banques ne vont pas y faire attention et vont financer les frais de notaire sans forcément savoir les frais de notaire. Ou sinon, il y en a même qui vont te féliciter d'avoir réussi à négocier ça. Et du coup, ce sera plus facile parce que si tu arrives à avoir un acte en main au prix du marché, tu peux très bien dire à la banque, regardez, j'ai fait une opération intéressante parce que j'ai acheté en dessous du prix du marché, étant donné que dans ce prix-là, tu as aussi les prix de transaction, les frais de notaire. Et c'est ça qui peut être intéressant. Donc négocier les actes en main, un acte en main, c'est le septième conseil. Le huitième, ça va être de le faire passer en résidence principale simplement parce que les banques sont plus
enclin à te financer sans apport en résidence principale. Donc après, fais attention à ça, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas, soit ça a toujours certains risques de dire que c'est une résidence principale, même si les risques, tant que tu payes, ils restent limités. Après, les plus gros risques que tu peux avoir, c'est que la banque te fasse souscrire à un prêt qui est réglementé parce que ça va être ta résidence principale. Tu as des prêts PTZ, prêt à taux zéro, des prêts PASS, prêts à accessibilité sociale, qui te demandent un minimum de détention en résidence principale, donc que tu y habites un minimum de temps avant de pouvoir le louer ou de pouvoir le revendre. Par exemple, tu as certains prêts PASS. J'ai eu un client qui a eu le cas, il lui avait proposé 8 ans sans pouvoir le louer ou sans pouvoir le revendre, sauf exception. Donc par exemple, si tu te retrouves au chômage, si tu es muté à l'autre côté de la France, mais fais bien attention à ça. Si tu veux jouer ta résidence principale, fais attention aux prêts qui sont réglementés par l'État, certains qui te brident en termes d'exploitation, en termes de revente potentielle. 9e conseil, donc si tu as déjà investi, bien investi dans l'immobilier, que tu gagnes déjà de l'argent avec ça, n'hésite pas à le prouver, parce que la banque, comme je te le disais, elle a besoin d'être réconfortée, elle a peur, elle a peur de prendre des risques, et si elle ne te connaît pas, montre ce que tu as réussi à faire, montre que tu gagnes de l'argent avec l'immobilier, comme ça ça va augmenter en termes de crédibilité, parce que tu vas plus passer pour un novice, tu vas vraiment passer pour une personne qui est expérimentée et qui arrive à gagner de l'argent avec l'immobilier. Moi c'est ouf, mais la dernière fois quand je suis allé voir mon banquier, il m'a dit tu sais pas à quel point trouver un investissement rentable c'est rare. Alors que nous, ce qu'on fait avec notre agence, on fait que des investissements très rentables. Et lui, il me disait que 99% des dossiers qu'il reçoit en immobilier, c'est des biens qui s'autofinancent au mieux. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire du bénéfice. Donc si tu arrives à gagner de l'argent avec l'immobilier, eh ben, écoute, c'est jackpot, continue, parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant et hyper puissant, parce que les banquiers ont du mal à voir ça et ne voient pas ça tous les jours. 10e conseil, si c'est ton premier investissement immobilier que tu réalises, là, je te conseille, pour pouvoir te faire financer sans apport au plus facile, c'est de viser les 33% d'endettement au maximum, ce qui favorisera le passage de ton dossier. Parce que si tu demandes un sans apport à 40-45% d'endettement, ça risque d'être compliqué. Après, c'est sûr que ça dépend de ton revenu, qu'à partir d'un certain montant de revenus, on ne vise plus l'endettement, un pourcentage d'endettement, mais un reste à vivre. Mais de base, voilà, si tu es quelqu'un de lambda, on va dire, qui gagne 2-3 000 € par mois, essaye de viser les 33% d'endettement, c'est ce qui te favorisera le passage de ce dossier, ce sera beaucoup plus facile. Moi je me souviens, mon premier financement sans apport, j'ai réussi à l'avoir, mais ça a été compliqué parce que c'était un endettement à 40% sans apport, parce que j'avais pas d'apport. Enfin bref, ça restait compliqué, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de banques. Mais je pense que voilà, si c'était un truc à 30-33% d'endettement, ça passera beaucoup plus facilement. Donc voilà, si c'est ton premier achat IMO, n'hésite pas à viser là-dessus. 11e, du coup, si tu galères à obtenir un financement sans apport, n'hésite pas à enchaîner tes rendez-vous immobiliers, n'hésite pas à enchaîner tes rendez-vous bancaires, parce que c'est vraiment le focus, c'est vraiment la détermination qui te permettra d'obtenir ton financement. Mais après, il ne faut pas les enchaîner pour dire j'en ai fait 10, ça ne sert à rien. Il faut les enchaîner et à chaque fois se remettre en question, à chaque fois poser des questions au banquier sur comment est-ce que j'aurais pu obtenir mon financement. Certes, j'ai pas d'apport ou je ne veux pas mettre d'apport, vous refusez à cause de ça, mais il y a aussi d'autres choses qui pèsent dans la balance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Et le fait de se remettre à chaque fois en question, à chaque fois qu'on enchaîne les investissements, les rendez-vous bancaires, et du coup, ça permettra d'avoir un dossier encore plus béton. Et moi, c'est ce que j'avais fait sur les 6 premiers rendez-vous bancaires. C'est à chaque fois, je disais, hormis l'apport, qu'est-ce qui aurait fait que j'aurais pu obtenir un financement immobilier? Et là, à chaque fois, il te donnait des infos supplémentaires pour ajouter à ton dossier jusqu'à ce que tu arrives voir le dernier banquier. Et j'aime bien cette image de dire, quand tu poses le dossier, il faut que ça fasse un gros boom, il faut que ton dossier soit tellement énorme que qu'il n'y ait pas de raison qu'il te refuse ça, parce que tu as prouvé énormément de choses avant. Dernier petit bonus, on va dire, c'est une petite stratégie bonus que je voulais te proposer, t'offrir aussi dans cette vidéo, c'est le report de mensualité. Si par exemple tu es obligé de mettre de l'apport, c'est pas grave, t'as pas réussi à avoir un financement sans apport, mais l'affaire était tellement bonne que tu te dis dans tous les cas il fallait pas que je passe à côté, pas grave si je mets de l'apport. Essaye de négocier un report de mensualité. Donc le report de mensualité, ça veut dire que pendant une certaine durée, tu vas payer que des frais intercalaires, que des intérêts, ou des fois tu peux faire un report total des mensualités. Donc tu vas payer que l'assurance du crédit. Et ça te permettra d'avoir du cash de côté. Moi par exemple, j'avais un appartement, j'ai négocié pendant 36 mois le report de mensualité, et du coup pendant 36 mois, je payais que 350 € de crédit au lieu de 1500 € par mois. Donc ce qui me faisait économiser, en plus des bénéfices que j'allais générer sur les 1150, pardon, c'était 1150 € par mois.
En plus des bénéfices que j'allais générer là-dessus, eh ben, j'économisais 800 € par mois. Et du coup, 800 € sur un an, ça fait l'équivalent de 9600 €, ce qui est énorme. Ça fait 10 000 €, ça correspondait à l'apport que j'aurais dû mettre, même si j'avais pas mis. Mais c'est vraiment pour te montrer la puissance du report de mensualité. C'est que tu peux faire un report total ou partiel. Partiel si tu vas payer les assurances et les intérêts, et total si tu vas payer la totalité. Et ça va te permettre vraiment de te reconstituer ton apport que tu as été obligé de mettre dans ton opération. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker, à mettre dans les commentaires si tu as un autre conseil aussi à nous donner, ça peut être vraiment hyper intéressant de nous faire ton petit feedback là-dessus, sur ton expérience, sur quelles sont toi les choses que tu as fait. J'espère en tout cas que cette vidéo se déclore, tout t'a plu, tous ces conseils aussi, n'hésite pas comme je te disais à la partager et n'hésite pas aussi à regarder dans la description, il y a pas mal de formations offertes que je te propose, totalement gratuitement, donc tu as juste à y accéder en dessous de cette vidéo et voilà, n'hésite pas à inscrire ton mail, tu recevras tout par mail, des formations de 3 jours, 10 jours, il y a plusieurs formations, tu vois tout ça en description et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.